Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode de notre podcast Twitter, toujours en compagnie de Mehdi et de Simon. Le sujet du jour, c'est le co-living, la colocation. Est-ce que ça marche toujours en 2024, 2025 ? On te donne nos retours d'expérience et nos futurs projets. Personnellement, j'ai une attache particulière avec la colocation car c'est ce mode d'exploitation qui a pas mal chamboulé le cours de ma vie. Aujourd'hui, avec une vingtaine de locataires, plusieurs années d'expérience, je peux dresser un bilan de ce mode d'exploitation qui répond à un besoin réel de la population. Les façons de vivre changent, les séparations sont malheureusement plus fréquentes, le coût de la vie ne fait qu'augmenter et naturellement, beaucoup de personnes cherchent des solutions adaptées. Et le co-living, la colocation, encore aujourd'hui, en font partie. Dans cet échange, on a des expériences différentes. Tu verras, on n'est pas toujours d'accord. Mais bon, je m'arrête là, je te laisse écouter tout ça. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour nous donner de la force et continuer ce format. Bonne écoute. Tu m'entends bien? Moi, je Oui. t'entends bien. Allô, allô. Est-ce qu'on Ouais, m'entend bien? ouais, TJF, on t'entend. Ok, super. Ça va? Ça va et vous? Ça va. C'est la course. La signature s'est bien passée? Oui, ouais, c'était assez simple, hein. De toute façon, un petit appartement à signer, c'est toujours simple. Là, pour le coup, c'est pas un immeuble, donc ça va. Ça se passe bien. Bon, on signe tout en Tant visio. mieux. Je me déplace plus. Ouais, c'est vrai. Ça se fait beaucoup comme ça. Bon, et vous, quoi de neuf? Bon, TJ, je te laisse commencer. Bah écoute, moi je suis en train de terminer là mon dernier projet là de marchand. Ça a pris un peu plus de temps avec les gars des travaux, on va dire. Mais là voilà, on est sur la fin. L'appartement il est très sympa, très beau et normalement ça devrait bien se passer. Il sera loué un petit peu en location courte durée pendant le temps de la vente. Et puis on est déjà sur autre chose. Là, je suis déjà sur d'autres projets avec des agents immobiliers qui me présentent des choses. Donc ça va. Et puis grosse partie aussi sous location professionnelle. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps. Mais là, je suis en train de récupérer 7 logements quasiment d'un coup avec un propriétaire qui a plusieurs lots. Donc, c'est un petit peu la course en ce moment, mais c'est de bons challenges. Voilà. C'est top. Et comment t'as eu cette opportunité du coup? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais? Est-ce que tu l'as démarché? Démarchage, le bon coup. Démarchage? Ouais, donc directement. Ouais. Ok. Voilà. Bon, ça, Démarchage et c'est le genre de propriétaire qui aime bien travailler avec des professionnels qui ne veulent pas trop se prendre la tête. Et il a bien aimé le concept. Et du coup, là, on est dans l'aménagement, on est dans les contrats, on est dans toutes ces choses-là. Mais ça devrait bien se passer. Ça devrait très, très bien se passer. top. Et les 7 lots, tu vas les mettre en Airbnb? Pas forcément que Airbnb, enfin, Airbnb Booking, mais nous, on travaille beaucoup avec des partenaires en direct, des entreprises qui ont besoin de loger leurs salariés. Et comme ça fait plus de 5 ans qu'on fait cette activité-là, donc on a des contacts professionnels avec qui on passe en direct. Ok, oui, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'à un moment, je voyais des pubs de partout pour la sous-location. Maintenant, j'en vois moins. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Ah non, pour moi, c'est une activité qui fonctionne bien. Et malgré tout ce qu'on peut entendre avec, peut-être on abordera sur un autre sujet, tout ce qui est location, courte durée, tout ce qui est en train de mettre en place. En vrai, moi, je suis content qu'il y ait tout ça parce que ça va écrémer un petit peu. Et puis, s'il y a moins d'offres, c'est tant mieux pour nous, les plus professionnels, les plus sérieux. Donc, en soi, ça ne m'effraie pas du tout. Au contraire. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu un petit peu la location courte durée comme un Eldorado. On a discuté pas mal. Et qui ont vu aussi passer un temps la sous-location comme un Eldorado. Parce que moi, on m'a proposé, pas plus tard qu'il y a un an de ça, de récupérer un de mes logements en sous-location, justement. Le problème, c'est que moi, j'avais d'autres logements en location courte durée dans cette ville-là et je sais comment ça fonctionne. Et que moi, déjà, bon, j'étais rentable, mais on va dire que la rentabilité était pas folle en location courte durée dans cette ville-là. Et que des personnes viennent me dire qu'ils vont me payer un loyer et que d'ailleurs, ils vont sous-louer dans cette ville-là, j'avais de gros doutes quant à la viabilité du projet, on va dire. Et finalement, ils l'ont jamais fait. Donc moi, je leur ai dit non. J'avais discuté un petit peu avec eux. Je leur ai demandé ça faisait combien de temps qu'ils faisaient ça. Ils m'ont dit ça fait à peine un an. Donc ça faisait vraiment très peu de temps. Maintenant, j'ai de gros doutes. Enfin, comme tu le disais, ça va s'épurer un petit peu. Et c'est pareil au niveau de la location courte durée. Bon, on en parlera aussi. Et c'est tout le propos de ce space-là. On va parler un peu de colocation.
Mais c'est un petit peu la même chose en colocation. Je vois beaucoup de gens justement qui essayent de faire de la coloc, des espaces de co-living, qui commencent à se lancer dedans et tout. Il y a une grosse partie travaux dont on va parler, je pense aussi ici, qu'il faut pas sous-estimer et qui parfois est souvent un petit peu caché par les personnes, par un certain type de personnes qui promeuvent cette activité, on va dire. On est là pour ça. On est là pour échanger sur tous ces éléments. On va être le plus transparent possible, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, ouais, alors y a pas de souci. je voulais parler de coloc aujourd'hui. Alors on va avoir pas mal de questions, je pense, sur comment trouver une ville où on peut faire de la colocation, etc. Alors les amis, je pense pas on va partir sur ce terrain-là, c'est-à-dire toute la partie en amont, moi ce que je vais appeler prospection macro. Je pense pas qu'on va partir sur ce terrain-là, donc on va partir du principe qu'on a trouvé une ville sur laquelle, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je pense que Ouais, c'est mieux parce que la partie recherche de biens, on l'a faite, quoi. C'était il y a 2 semaines à peu près, plus ou ouais, moins. ouais. Oui, c'est ça. C'est pour éviter de se répéter, On gagner va pas du faire un temps. doublon. Ouais. Déjà, on va pas faire un doublon, et puis en plus de ça, on va dire que pour le coup, on a donné suffisamment de pistes, on va dire, pour trouver une zone géographique dans laquelle on pouvait investir, pour en plus de ça, continuer là-dedans. Après, derrière, bien entendu, quand on veut partir sur de la coloc, il y a certaines choses qu'il va falloir regarder. Mais ça, Évidemment, on va bien laisser sûr. cette partie macro de côté. On va uniquement, on va dire, bon, imaginons que demain on ait trouvé une ville dans laquelle on puisse investir. On a tout vérifié, on peut faire de la coloc à l'intérieur. Imaginons qu'on veuille partir sur un projet en colocation, parce que c'est on va dire qu'on a des certitudes là-dedans. On veut monter un projet en colocation. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, parce qu'il me semble, bon, toi, TJ, je sais que t'en fais, mais il me semble que Simon également, tu as une coloc. Il me semble que c'est ton projet immobilier, si mes souvenirs sont bons, ou en tout cas si j'ai bien vu. Arrête-moi si je me trompe. Hein. C'est ça. En fait, moi, j'avais fait 2 colocations en association qu'on a revendues. Nous. Ok, C'est donc moi il ou y a le des sol sommes. il est un peu étouffé, Simon? Alors, c'est possible. Attends, là, tu vas peut-être mieux m'entendre. Ah oui, c'est beaucoup mieux là. Ouais. C'est tout bon. Moi, j'avais changé d'écouteur. Je trouvais pas les anciens. Donc, sans problème. Donc, c'est ce que je disais, c'est que nous, on avait fait 2 colocs en association qu'on a revendus. Ok, Attends. ouais, mais tu les as gérés combien de temps, les colocs? T'es resté 2, 3 ans dessus? Oui, oui, 2 ans. 2 ans, Ouais, donc 2 j'ai ans. un peu d'expérience dans la gestion des colocs et c'est surtout sur cette partie-là où je vais pouvoir intervenir. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu les as revendus? Est-ce que tu les as revendus parce que tu t'étais planté par rapport à ton investissement, ou est-ce que tu les as revendus parce que tu avais une opportunité de revendre, tout simplement une plus-value à reprendre? Alors, opportunité de revente et aussi parce que au niveau de la gestion, j'aimais pas trop ça. Alors, donc opportunité, en fait, j'avais un client, bon, ça fait un peu cliché, mais c'était un client que j'avais en fichier qui était parisien, qui a vendu de son entreprise, qui avait 400 000 euros un peu à placer dans l'immobilier, mais il voulait pas acheter un appartement vu sur Tour Eiffel. Il m'a dit, bah écoute Simon, moi je cherche un truc qui tourne, une coloc, parce que je veux vivre des loyers. Et ben en fait, on lui a revendu tout simplement nos 2 colocations avec mon associé qu'on avait en SCI, on lui a revendu directement. Bon, il a dû faire un petit prêt pour couvrir les deux. Ça s'est passé comme ça. Et nous, à la base, on devait pas les revendre, on devait les garder. C'est une opportunité. Et il y a aussi le côté gestion où bon les colocataires, comme nous appelaient souvent, pour des broutilles entre celui qui fait pas la vaisselle, celui qui malheureusement fait une petite trace sur le mur, où t'as les autres colocs qui le balancent et qui me dit moi je veux pas que ça soit noté sur mon état des lieux quand je repars. En fait, c'est cette gestion plus le côté opportunité, le cumul des deux. On les a vendus. Ok, on en reparlera après de cette partie-là, mais on va y aller étape par étape, si vous le voulez bien, messieurs. On va Bien commencer, sûr. encore une fois, on a trouvé une zone géographique. Ok, on va se dire qu'on investit du côté de Beauvais. Je sais pas, j'ai pris une ville au pif qui m'est sortie de la tête. Là, on va investir du côté de Beauvais. On va prendre n'importe quelle autre ville. Hein. Prenez n'importe quelle autre ville si vous voulez. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que vous en avez fait, moi j'en ai fait aussi un petit peu, mais ça me plaît pas et j'ai vite arrêté. Mais je trouve que je commence on va dire, à m'y réintéresser, principalement sur les espaces de co-living, mais on va prendre la coloc parce que finalement le co-living, on va dire, c'est une colocation au carré un petit peu. Donc on va prendre une colocation. Sur quelle typologie de biens je partirais dans un premier temps? Est-ce que je partirais plutôt sur un grand appartement? Est-ce que je partirais plutôt sur une maison? Est-ce que je partirais sur une superficie supérieure à 100 mètres carrés, inférieure à 100 mètres carrés? Quels seraient les conseils que vous pourriez donner? Et on va rester sur le pratico-pratique, parce que c'est un petit peu ce que les gens veulent. On va rester vraiment, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais on va rester vraiment sur la simplicité. D'après votre expérience et d'après ce que vous avez vu, TJF t'en fait beaucoup aussi, Ouais, ouais. sur quoi est-ce qu'on partirait pour faire de la colocation? Alors,
effectivement, comme tu l'as dit, moi, le gros de mon patrimoine, il est en colocation aujourd'hui. J'en ai pas encore vendu. Ça fait 7 ans que je fais de la coloc, en région parisienne, je précise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi de la coloc dans d'autres régions, à d'autres endroits, et qui n'ont pas forcément la même expérience que moi. Donc, moi, je parle vraiment de la colocation en région parisienne. La région parisienne, c'est vraiment un marché, peut-être à part, certains diront, mais voilà que pour dresser un petit peu le tableau, pour que les gens puissent comprendre. Donc, tu m'as dit, la question, c'était quelle typologie de biens Ouais, quelle typologie de bien tu pars? Est-ce que tu vas plutôt Alors, cibler des grands appartements, des maisons? Si oui, quelle alors, superficie? Est-ce que tu as une fourchette à nous donner ou est-ce que c'est au feeling? Enfin, comment est-ce que tu moi, analyses ça, en fait? moi, je dirais tout va dépendre du budget de chacun. Moi, quand j'ai démarré, j'avais pas les fonds d'aujourd'hui, et donc je faisais avec le salaire que j'avais. Donc, à l'époque, j'étais à 1007, 1008. Donc, on ne peut pas soulever des montagnes. Et donc, les maisons, même si aujourd'hui, je dirais oui, allez plutôt dans les maisons pour plein de choses, éviter les copropriétés, la copropriété, les charges, etc. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je me mets à la place d'une personne qui va démarrer, qui gagne peut-être 1008, 1005, 1006, 2000 euros par mois. Il y a de fortes chances que un appartement soit plus à sa portée. Déjà, ça, c'est pour la typologie. Est-ce qu'il faut mieux aller en maison? Est-ce qu'il vaut mieux aller en appartement? Ensuite, au niveau de la surface, moi, je trouve que l'idéal en colocation, c'est du 4 chambres. Alors, il y en a qui vont faire du 3, il y en a qui vont aller dans l'excès, faire du 7, du 8, etc. Moi, je trouve que le bon compromis, énergie, rentabilité, pour pas avoir non plus trop de gestion, etc., je trouve que 4 chambres, c'est très bien. Donc, minimum 80 mètres carrés. 78, 80 mètres carrés. Ok. Est-ce que tu as est-ce que tu as une surface minimum, enfin une surface maximum ou est-ce que est-ce que tu es plafonné au niveau de la surface? Alors, je sais que t'as pas tout fait et que le but c'est pas de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais est-ce que tu as vu, est-ce que tu es capé au niveau de la surface et est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque, on va dire, par rapport à tout simplement l'exploitation du bien au-delà d'une certaine surface? Est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Parce que tu vas avoir tout, hein. Après, d'ailleurs, tu peux avoir Bah, des immeubles de rapport et tout. L'idée de partir sur des trop grandes surfaces, moi, tout de suite, ce qui me tique à l'oreille, c'est penser aux charges de copropriété. Sachez que plus vous avez un appartement grand, plus les charges de copropriété sont salées. Et même si effectivement, avec la colocation, du fait qu'on loue à plusieurs personnes, donc naturellement, le loyer que vous recevez est plus élevé, il faut faire quand même attention aux charges de copropriété que vous allez payer. Et ces charges de copropriété ne font qu'évoluer. C'est très rare des charges copropriété, mais ça peut arriver. J'ai déjà eu dans une copropriété parce qu'on a changé de syndic. Mais sinon, partez du principe que les charges de copropriété ne font qu'évoluer. Donc, si tu prends un 115, 120 mètres carrés, ok, c'est super. Mais il y a de fortes chances que au niveau de tes charges, ça va taper fort. Donc, moi, j'estime que voilà, sur de la coloc de 4 chambres, il ne faut pas dépasser les 100 mètres carrés. D'accord. Moi, alors tu m'as parlé de copro d'appartement. Moi, j'avais en tête une maison en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais une maison. C'est pour ça que je te posais cette question-là parce que la maison, il y a également, on va dire, le gros œuvre à entretenir. Donc Ouais. toiture, façade, ce genre de choses-là. Et donc tu as un rapport bénéfice-risque qui est très différent, on va dire, d'un appartement en copropriété. C'est un petit peu comme un immeuble de rapport finalement. Est-ce que tu irais sur une maison, par exemple, de 250 mètres carrés ou de 200 mètres carrés, par exemple, sur lequel tu irais faire de la colocation? Avec par exemple un espace extérieur. D'ailleurs, si tu es en maison, d'abord espace extérieur ou pas espace extérieur, qu'est-ce que vous en pensez de ce côté-là? J'irai pas pour la simple et bonne raison que je me dis 200 mètres carrés, ok, 200 mètres carrés, potentiellement, c'est 7, 8 chambres. J'ai pas envie de gérer 7, 8 chambres. Ça m'intéresse pas. Parce que je fais très attention à mon rapport rentabilité et énergie et le temps que je passe dans un projet. Et pour connaître des personnes qui font effectivement des colocations, des co-living avec 7, 8 personnes, à la gestion, 4 personnes, à la limite 5 personnes, mais j'irai pas pour te répondre, j'irai pas. Parce qu'il y Simon? aurait trop de gestion Oui, à mon
Je vais rejoindre TJF sur le côté nombre de chambres. Donc 4-5, c'est vraiment bien. Au-delà, c'est vraiment notre gestion. Moi, je vais faire un peu plaisir dans mon intervention à ceux qui habitent au nord de la France. Alors, j'ai expliqué pourquoi. Moi, les deux colocations qu'on avait achetées, on avait acheté de la maison 1930. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des maisons de ville un peu étroites, mais sur 2-3 niveaux. Ouais. En fait, c'est très, très, très facile de faire plusieurs chambres, d'aménager des salles de bain. Et c'est les maisons les plus accessibles dans une ville. Parce que justement, il y a un peu un côté sombre, on n'a pas beaucoup de fenêtres, c'est assez étroit. Donc, en vie de famille, c'est toujours compliqué. C'est vraiment les maisons les plus accessibles. C'est les premiers prix d'un marché sur une ville, c'est les 1930. Donc, c'est idéal pour les investisseurs. On achète ça, entre guillemets, pas cher. Et on peut très vite faire de la belle chambre, surtout avec une belle hauteur sous plafond. Et souvent, c'est des maisons qui ont un petit extérieur de 40-50 mètres carrés. On peut avoir des cours, on peut avoir des très longs jardins, mais bien souvent en ville, euh, dans les villes où la colocation, il y a de la demande, on a quand même des secteurs de 40-50 mètres carrés en jardin. Et c'est plutôt sympa. Moi, je trouve cette typologie-là, donc pour les nordistes, ceux qui sont au nord, n'hésitez pas à exploiter les 1930. C'est vraiment top, c'est accessible et en plus de ça, ça fonctionne bien pour la colocation. Donc moi, je fais plus maison, du coup, sur mes secteurs. Et Beauvais, je pense, comme on a pris comme exemple, je pense qu'il y a des 1930 à Beauvais. Autre chose à voir, parce que j'y ai pensé pendant l'intervention de TJF par rapport aux copropriétés, il y en a certaines également qui peuvent mettre des limites par rapport à la colocation, justement parce que il y a des copropriétaires qui peuvent se plaindre, ça peut faire également des nuisances sonores, ce genre de choses-là. Donc c'est un petit peu comme le Airbnb finalement. Bon, il y a un flou juridique, hein, pareil avec le Airbnb, on parlait de la clause bourgeoise exclusive, mais également il peut y avoir des problématiques quand vous avez certains appartements en copropriété sur lesquels vous pouvez faire de la colocation, parce que de la colocation ça fait du bruit, parce qu'il y a potentiellement du turnover. Après d'ailleurs on en parlera du turnover, mais voilà, forcément il y a des déménagements à faire. Donc il y a également ça à prendre en considération. Je rejoins un petit peu c'est ma question et ce que disait Simon. Les espaces extérieurs, de toute façon, à partir du moment où vous êtes en cœur de ville ou en centre-ville, mais même en agglomération de centre-ville aujourd'hui, ça a un plus, que ce soit de la colocation, location longue durée, même location courte durée, ça a très clairement un plus. Moi, sur les locations courte durée, bon, pour revenir sur Airbnb, là où j'ai un espace extérieur, je le prends en photo. Très clairement, ça fait un plus par rapport à la concurrence dans la ville en question. Pour les petites surfaces, oui. Pour les colocations, bien entendu, c'est aussi après derrière, faut faire attention également à l'entretien de tout ce qui va être commun et forcément, si vous avez un espace extérieur, il va être commun aussi. Donc il y a pas mal de choses à voir de ce côté-là, mais oui, c'est intéressant. Juste un petit aparté par rapport à la copro. Tu disais par rapport aux colocations. Alors, il faut savoir qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Moi, en 7 ans, j'ai eu peut-être 2-3 voisins qui ont essayé de me dire oui, vous faites de la colocation, on n'a pas le droit, etc. En fait, c'est très, très simple à contourner. On en avait parlé en privé avec Mehdi, je crois. Et Simon aussi, tu étais là dans le groupe. Mais il y a aujourd'hui, quand tu regardes les contrats, il n'y a aucun moyen, à mon sens, d'interdire la colocation. Parce que la colocation, en fait, c'est quoi? C'est des personnes qui vivent à l'intérieur d'un appartement, d'une maison. Vous êtes avec un cousin ou une cousine, avec votre copine ou autre, il n'y a pas de lien, vous êtes en colocation. Donc, comment ils peuvent interdire 2-3 personnes de vivre à l'intérieur d'un logement? C'est très compliqué à défendre. Et croyez-moi, en copropriété, les gens, et c'est souvent un même type de profil, hein, quand même, faut préciser, c'est souvent un même type de profil, ils vont essayer de vous faire peur, mais jamais de la vie, ils vont prendre de leur temps et de leur argent pour faire des démarches sérieuses pour aller en justice. Ils savent très bien qu'ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'énergie, ils vont perdre de l'argent, et du coup, en fait, ils gagnent rien. Et souvent, quand ces fois-là sont arrivées, je leur expliquais très simplement, parce que moi, je connais mes droits, je connais le règlement de copropriété. Je mets souvent en copie mon avocat et très souvent, je les entends plus après le mail envoyé, parce qu'ils le savent. Et au niveau du bruit, une famille avec 3-4 enfants, ça fait du bruit aussi. Ça fait du bruit, ça pleure, ça crie. Donc, l'histoire du bruit, faut le démontrer. Et tous les colocataires ne sont pas des fêtards de 20 ans qui passent
leur soirée du jeudi au dimanche à l'alcool et à la fumette. Ça, c'est des clichés, c'est pas vrai. Ça, c'était juste le petit aparté que je voulais faire. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi par rapport à la colocation. Pour la location courte durée, en revanche, là, pour le coup, Ça, il y a des ça, procédures qui sont lancées. ça c'est autre chose. Mais là, on parle de colocation. Donc, Il y a des ouais, non, mais c'était pour revenir par rapport à ça, par rapport à ce qui a été fait au niveau des copropriétés. Aujourd'hui, bon, les colocations sont mal vues. Par contre, d'un point de vue juridique, c'est très compliqué, comme tu l'as très bien expliqué, de venir interdire une colocation, ne serait-ce qu'avec un bail commun. Bon, on en parlera aussi, hein. Mais c'est quasiment impossible parce que ça concerne tout le monde. En revanche, le Airbnb, c'est beaucoup plus facile, même s'il y a des jurisprudences, il faut aller en justice. Et là, pour le coup, quand tu me disais qu'il y avait certains propriétaires qui avaient du mal, on va dire, à attaquer en justice justement ou à se retourner auprès du syndic pour que le syndic attaque en justice les copropriétaires qui faisaient de la coloc. En revanche, en Airbnb, je peux te dire que c'est courant. J'ai eu des personnes que j'accompagne, également des personnes qui sont venues me voir en message privé justement, qui sont attaquées en justice par le syndic parce que justement. d'accord. Mais c'est bon, après, on part sur un autre sujet, mais c'est quel type d'Airbnb? C'est les gens qui louent une nuit, il y a des fêtes de. En fait, on dit Airbnb comme si c'était homogène, en fait, les personnes qu'on accueille. Tout le monde ne fait pas le Airbnb de la même manière. Donc, si effectivement ton Airbnb, je sais pas, tu fais quelque chose où tu loues souvent à la journée ou une nuitée, deux nuitées, c'est des gens qui font la fête et que ça dérange les voisins, évidemment, là que ça pose problématique. Mais si c'est des profils, ils sont là, ils sont pas méchants, ils discutent même avec les voisins. Moi, des fois, j'ai des voisins qui me disent qu'ils discutent avec les personnes qui sont là pendant 2 semaines, 3 semaines, et ça se passe très bien. Donc, tout va dépendre en fait de la typologie de clients que vous accueillez chez vous. Les gens vont pas vous prendre la tête parce que vous faites du entre guillemets Airbnb et que il n'y a pas de problème dans la copropriété, que ce soit en termes de nuisance, que ce soit dans les relations avec le voisinage, etc. Chacun a sa vie, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. C'est quand il y a des problèmes, quand il y a du bruit, là, ça pose problème. Ouais, mais tu sais très bien, TJF, quand tu es en copropriété, le bruit, c'est quelque chose, on va dire, enfin, c'est quelque chose de subjectif. Certaines personnes qui font du bruit pour toi n'en font pas pour d'autres. Il y a certaines personnes qui vivent très bien avec le bruit, Alors, d'autres, au moindre bruit, ça les dérange. alors dans ce cas-là, si on veut s'amuser à gonfler les épaules et les bras et aller en justice, il faut des preuves. Montre-moi des preuves qu'il y a du bruit et que ça dérange. Tu vas pas aller en justice sans preuve. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais ce qui se fait généralement, c'est que, alors, c'est arrivé dans certaines copropriétés, c'est pour ça que je te dis ça, vraiment, c'est arrivé dans certaines copropriétés qu'il y ait certains copropriétaires, justement, qui se liguent en disant, bah, écoutez, nous, du Airbnb, il n'y en avait pas avant que vous arriviez. Aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, ça crée des nuisances au niveau de la copropriété. Il y a une clause bourgeoise exclusive dans le règlement de copropriété. Alors, celle-ci, bon, aujourd'hui, elle est pas mal contestée, mais elle a le mérite d'exister. Il se retourne auprès du syndic et le syndic, bah, avec les copropriétaires, attaque en justice le copropriétaire qui fait du Airbnb. D'accord, ça va au bout, ça va au bout au niveau de la jurisprudence qui gagne. Au niveau de la jurisprudence, pour l'instant, alors ils sont en train de revoir, mais pour l'instant, ce sont plutôt les propriétaires. C'est compliqué, on va dire, d'interdire quelqu'un de faire du Airbnb. C'est Merci, plutôt tu vois, donc tu es aligné avec moi. C'est qu'à un non, moment mais je suis donné, aligné, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a quand même un risque. C'est-à-dire que le risque n'est pas inexistant. C'est-à-dire que pour l'instant, la législation, elle est faite de telle manière à ce que, certes, aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui fait que les propriétaires qui font du Airbnb sont plutôt protégés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont gain de cause, mais on sait très bien que c'est dans le viseur à l'heure actuelle, le Airbnb, et rien ne nous dit que ça va rester comme ça. Et rien ne nous dit que peut-être qu'à terme, bah, toutes les nouvelles copropriétés vont avoir des clauses qui vont stipuler très clairement que le Airbnb est interdit, et que derrière, quand tu vas devant un juge, bah, il va te montrer la clause et que c'est terminé, quoi. Donc, et rien ne nous dit que ça va pas être également revoté. Ce qui est compliqué pour revoter ce type de clause-là, on parlait de la clause bourgeoise exclusive, c'est qu'en fait, il faut l'unanimité des copropriétaires. Donc, en fait, bah, généralement, c'est impossible d'avoir l'unanimité des copropriétaires. C'est-à-dire pour faire voter, pour rajouter au règlement de copropriété une clause qui interdirait le Airbnb sur une copropriété existante, il va falloir que tous les copropriétaires soient d'accord. Alors, il suffit qu'il y en ait un qui a un Airbnb, bah, lui, il sera jamais d'accord, donc il y aura jamais l'unanimité. exactement. Il y a également ça. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri non plus on le voit hein, en ce moment, d'une évolution, on va dire, législative. Oui, Ça, mais tout ça, c'est pour faire peur. Tu sais comment ça fonctionne. On agite la peur auprès des gens. Les gens ont chaud. Ils disent, ouh là là, on va plus faire ça. C'est fait. Et ça marche très bien puisque ça va écrémer le marché. Ça marche très bien. Ça va écrémer le marché. ouais. Mais bon, on a divagué un peu là sur la SCD. Au niveau de sur la coloc.
On est d'accord. Donc, on part sur des appartements au-dessus de 80 mètres carrés. On évite de monter sur des trop grandes surfaces. On peut partir sur des maisons, mais voilà, on va pas monter sur des maisons à 200 mètres carrés parce que derrière, on va dire, il y a un rapport bénéfice-risque qui va être différent et c'est encore autre chose. On va monter sur beaucoup plus de chambres, etc. Et ça va être plus de charge mentale si on le gère nous-mêmes. Un espace extérieur si possible, si on est en centre-ville. OK. Donc, on a délié un petit peu ça. Minimum 4 chambres. Je pense que Simon, tu es d'accord avec ça? Oui, minimum 4 chambres. Du 4 chambres, je pense que c'est le parfait. Minimum 4, Après, 5 maximum. j'en ai une de trois. Bah, c'est la première coloc que j'ai faite. Ça fonctionne très bien maintenant. Aujourd'hui, avec les prix d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir une bonne renta avec du 3 chambres. C'est vrai. OK. Est-ce qu'il y a des choses à voir, des points de vigilance à voir quand on signe une coloc? Demain, enfin quand on signe une coloc, quand on signe un bien immobilier sur lequel on va aller faire de la colocation par la suite, des choses que vous avez déjà vues, qui vous viennent en tête là tout de suite, où tu te dis, bah, quand je vais au compromis et que si je dois signer une coloc, est-ce que je mets une condition suspensive? Si je dois mettre une condition suspensive, quelle est-elle? Et est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir particuliers ou pas, hein? Alors moi, je vais intervenir. Alors peut-être pas à une condition suspensive, mais souvent, les gens pensent coloc, disent bah voilà, il y a de la place pour faire 4 chambres, je fais 4 chambres. Mais il faut pas oublier les salles de bain. Enfin, moi, je trouve ça important. Sur du 4 chambres, je sais pas vous, ce que vous en pensez. Sur du 4 chambres, pour moi, une seule salle de bain et un seul toilette, c'est vraiment problématique. L'idée, c'est d'en avoir au moins deux. Deux salles de bain ou salle de douche, hein, et deux toilettes. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais je le vois. Oui. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, pour te dire que moi, dans mes colocations, j'essaye même de mettre à chaque fois des salles d'eau privatives. Mm. Donc, souvent, les chambres qui sont attenantes à la salle de bain principale, bah, j'arrive à me repiquer dessus et à créer, si la chambre est suffisamment grande, à créer une petite salle d'eau privative et ça fonctionne très, très bien. Ok. Oui, c'est déjà des belles prestations pour une coloc. Enfin, c'est une prestation un peu plus par rapport à ce qui est sur son secteur, certainement. Ah, moi, toutes les personnes que j'accompagne, je leur dis, il faut faire ça. Et ils Bah l'ont oui, tous fait. c'est ce Ils qu'il l'ont faut. tous fait. C'est ce qu'il faut. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, on a parlé un petit peu des travaux, enfin on a parlé, Simon a embrayé un petit peu sur les travaux. Est-ce qu'il y a des travaux, alors bien entendu réagencer correctement. Est-ce que vous vous faites accompagner, est-ce que vous conseillez de se faire accompagner par un décorateur d'intérieur, par un architecte d'intérieur, etc., pour redistribuer les pièces? Parce que souvent quand on veut faire une coloc, on va venir récupérer un grand espace et on va venir le réagencer les pièces. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut être souvent le cas. On va venir réagencer les pièces, peut-être mettre une cloison pour remettre une chambre, etc. Est-ce que vous faites vos plans tout seul? Est-ce que vous vous faites accompagner peut-être par un architecte d'intérieur, peut-être par un décorateur d'intérieur? Comment Bon, vous vous y prenez de ce côté-là? bon, certains diront que je suis pas forcément objectif, mais moi, forcément, madame est décoratrice d'intérieur. Donc, je vais dire oui. Mais même si j'essaie de prendre un peu de recul, pour moi, oui. Vraiment, si vous pouvez travailler avec une décoratrice d'intérieur, des fois, on se dira, ah, mais ça, je sais faire, à mettre des couleurs là. Mais en fait, la décoratrice d'intérieur, elle va vous mettre des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Parce que vous dites, ah ouais, ça, je sais pas trop. Mais elles ont le truc qui va faire mouche, en fait. Où les personnes vont rentrer dans votre logement et vont se dire, ah ouais, c'est vraiment sympa. Et je pense que c'est important de garder, d'avoir cet effet waouh, même en colocation, même en locatif, classique, même en meublé classique. Pour moi, c'est clairement. Au niveau du prix, ça coûte combien? Demain, j'ai une baraque de 100 mètres carrés, on va dire. Je veux en faire une coloc. Je te parle pas d'une archi, hein, je te parle juste d'une. On va dire, c'est moi qui m'occupe des travaux, je redistribue les pièces, tout ce Oui, que tu veux. la décoration, la décoratrice d'intérieur. Exactement. Mais Ouais. je veux quelqu'un qui m'apporte une touche supplémentaire, l'effet waouh dont tu parlais. Ça va me coûter combien? En fait, ça va dépendre de la surface. Si un T2, c'est pas pareil que si c'est une grande colocation. 100 mètres En carrés, fait, j'ai pris l'exemple, TJF, 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, donc on va dire une grande colocation, ça va dépendre des tarifs, mais ça peut être entre 1005 et 2005. Parce que faut savoir que généralement, une décoratrice d'intérieur, ce qu'elle va te faire, c'est que donc, quand elle est forte, généralement, elle va faire les plans électriques en amont, mais bon, si tu es déjà calé en travaux, tu n'as pas besoin. Mais c'est surtout aussi la shopping list, ça c'est important. Donc elle va fouiner un petit peu partout, tout ce qu'il y a dans tous les sites, tous les magasins connus et moins connus. Et en fait, elle va te dresser une shopping list où tu auras juste en fait à aller, à cliquer et à payer. Et ça, souvent, les gens sous-estiment le travail entre la fin des travaux
et la mise en location. Donc toute la partie aménagement, aller dans les magasins, acheter sur les sites, c'est très chronophage, ça peut prendre du temps. Et la décoratrice d'intérieur, elle est là aussi pour vous faire gagner du temps sur cette partie-là. Ça, c'est super important. Ouais, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut le lisser sur le prêt travaux, par exemple? Est-ce que c'est Ouais, finançable par la banque? Ouais. ouais, totalement. Ok. Nous, par exemple, avec les gens qu'on accompagne, on arrive à mettre au niveau, voilà, on met des frais de bourse, on arrive à le faire pour que ça passe au niveau des banques. Ouais, c'est intéressant parce que là, on parlait d'un 100 mètres carrés. Vous allez investir probablement plusieurs centaines de milliers d'euros si vous avez 100 mètres carrés. Donc, mettre 1500 euros ou 2000 euros pour un architecte, enfin, pour une décoratrice d'intérieur qui vient vous donner justement un effet waouh et qui va venir vous faire potentiellement un petit peu augmenter le loyer, voire Exact. même garder plus longtemps vos locataires, bah, ça se calcule, mais pour moi, ça vaut le coup. Très clairement, si vous êtes sur ce type de projet-là, après, je vous dis pas, si vous refaites un studio de 25 mètres carrés, que dedans vous avez juste une seule pièce, de prendre forcément un décorateur d'intérieur. Je vois pas forcément en tout cas, moi, en ce qui me concerne, hein, je verrai pas la plus-value. Par contre, quand vous avez plusieurs pièces, quand vous avez une grosse superficie, très clairement, sur ce type de standing-là, ça vaut le coup. En tout cas, moi, je conseillerais de le faire. Ouais. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a une personne qui essaye de monter. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce qu'on la prend je vous laisse maintenant gérer, ou pas? je vous laisse gérer, les gars. Moi, je regarde pas. Hein. Je suis complètement à l'ouest par Bah, rapport à vas-y, tu ça. sais quoi, on va la faire rentrer. Alors, je sais pas, je vois demande en cours, mais je vois pas le nom. Si tu, Mais il a pas de nom, je pense, c'est un point. Magie de Paris. Ah, Simon, tu peux t'en occuper ou DJ vous en occupez? Ouais, là, je suis en train de regarder, là. Il y a Camer et Magie de Paris. Bah, allez-y, faites-les monter. Hein. Est-ce qu'ils sont là? Si Ouais, vous êtes n'hésitez là, pas. Hein. N'hésitez pas, hein, on vous le répète d'ailleurs, n'hésitez pas à monter, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions en message sous le space également, et n'hésitez pas à liker aussi, j'ai oublié de dire ça. Tirez-moi les oreilles quand j'oublie, n'hésitez pas à liker le space aussi, ça. Tous ceux qui sont là, on est combien? On est plus d'une vingtaine. Essayez, enfin, likez le space s'il vous plaît, ça le fait, ça augmente, on va dire, ça le référence. la portée, ouais. Bah, il est parti ou il est toujours là? Bah, je crois qu'il est parti. Il reste qu'une demande et c'est Magie de Paris. Ah, ok. Bon, il est parti, Camer. Magie de Paris, je sais pas si tu. En tout cas, tu peux prendre le micro. Hein, Et il est parti aussi. Il est parti? Bon, Oui. on va continuer alors. Allez, ça marche. Ou alors on va les laisser revenir, ou on verra. Je vous laisse regarder. Hein, il redemande. Est-ce que je l'accepte? Allez, je vais l'accepter. On va le faire monter. Bonsoir à toi, Magie de Paris. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir accepté. Je viens de rejoindre le Space. J'avais une question notamment parce que je suis débutant dans l'investissement immobilier. Je me présente un instant, 23 ans, et là je viens de signer un bien de 50 mètres carrés que je souhaite mettre en colocation du coup. Et pour un peu rejoindre ce que vous disiez, j'avais quelques questions, mais je ne sais pas s'il est plus opportun de les poser maintenant ou plutôt à la fin du space. Parce que je suis arrivé en cours de route, donc j'ai loupé le début malheureusement. Vas-y, je t'en prie. Ah, vas-y. Oui, écoutez, moi j'ai un peu, pour le premier, je l'ai acheté en région parisienne, donc à la Courneuve plus précisément. Et j'ai eu la totale. Du coup, colocation, mais encadrement des loyers, un DPE pas fou. Allô? C'est moi ou ça coupe? Non, ça bug un peu. Magid, ton son il bug là. Ah non, c'est Magie, j'ai dit Magid. Je l'ai appelé Magid. Magid, ton son il bug. Donc si tu veux rejoindre ou si tu veux régler ton problème de son, parce que là on t'entend pas en fait. On t'entend plus, ouais. Oh. Désolé. Alors, je disais, comment vous préconisez pour un néophyte comme moi de gérer encadrement des loyers, DPE pas fameux, demande de permis de louer et du coup transformation vers une colocation. Déjà ton DPE il est comment? C'est un DPE F. Ok. F T'as combien de est mètres carrés? 52. Ouais, 52 mètres carrés. T'es chauffé comment? Chaudière à gaz, il me semble, collective. Okay. Alors déjà, la première chose que je vais te conseiller, c'est d'aller voir notre space de la semaine dernière, parce qu'on a reçu un diagnostiqueur qui était avec nous, et on a donné plein de tips, en fait, si tu veux, pour rattraper un DPE et tout. Donc tu trouveras pas mieux, on va dire, pour te former sur comment rattraper un DPE et comment faire les choses correctement, on va dire, pour rattraper ton logement et pour le faire passer
en D. Donc ça, c'est la première chose. Nickel. Après, d'ailleurs, on pourrait donner plein de tips et tout, mais bon, c'est pas le but du space ce soir, c'est de parler de ta Ouais, coloc. bien sûr. Au niveau de ta coloc, en ce qui concerne le reste, je vais plutôt laisser TJF prendre la parole parce que lui, il est d'Île-de-France et tout ce qui est encadrement des loyers, ce genre de choses-là, bon, il connaît bien. Moi aussi, je connais, je suis de Lyon, mais c'est plutôt, si tu veux bien, TJF, je te Ouais. laisse, Alors, par rapport à l'encadrement des loyers, il y a deux spécificités pour échapper à cet encadrement. La première chose, c'est que si, par exemple, tu fais des travaux qui dépassent une année de loyer, par exemple, je vais donner un exemple chiffré, le loyer dans cette ville-là, pour la surface que tu as, on va dire c'est 1 000 euros. Si tes travaux dépassent 12 000 euros, donc 1 an de loyer, tu peux te permettre de mettre le prix que tu veux. Donc, est-ce qu'il y a des travaux que tu fais Ouais. Est-ce que ça dépasse, parce que je pense que à Courneuve, on doit être pas trop loin de ce que je viens de dire pour un 50 mètres carrés. Ouais, effectivement. Donc, si tu dépasses les 12 000 euros, normalement, ça fait partie des exceptions. L'autre exception aussi, et moi, ça m'est déjà arrivé, c'est quand le logement que tu achètes, il a été inoccupé pendant, alors je ne sais plus, c'est 12 ou 18 mois, mais c'est un des deux, ben, tu peux échapper à ça aussi. Ça peut arriver notamment, par exemple, moi, j'ai beaucoup de colocations où quand je les ai achetés, c'était des successions. Donc, c'était des logements qui étaient inhabités, qui étaient dégueulasses, inhabités pendant un certain moment. Et donc, ça aussi, c'est une spécificité qui te permet de passer outre cet encadrement. Très clair. Ou que, aussi pour ajouter à ce que disait TJF, ou que tu puisses prouver que ton logement a soit une situation, soit des équipements entre guillemets exceptionnels. C'est un petit peu ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que par exemple à Lyon, ça va dépendre de la situation, mais place des terreaux par exemple, tu peux monter au-dessus. Pourquoi? Parce que la situation est exceptionnelle, place des terreaux. Donc tu peux outrepasser, on va dire, l'encadrement des loyers. Donc il y a tout un tas de choses. Je te laisse chercher sur internet, mais tu as tout un tas de moyens de contourner ça. Alors après d'ailleurs contourner, ça veut tout dire hein, et rien dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, parce qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Les gens peuvent penser qu'on est des loups. Non, c'est totalement légal. C'est totalement légal. Il n'y a rien de. Bien sûr, et après derrière, il y a contourner et contourner, hein, parce que si demain, le plafonnement il est à 1 200 et que tu commences à mettre un loyer à 3 000 balles, parce que tu as changé une cuisine, faut pas non plus déconner, faut rester, on va dire, cohérent. Et justement, je parlais de l'encadrement des loyers parce que j'avais un doute pour la colocation. L'encadrement des loyers, on compte par locataire ou vraiment par la surface habitable au mètre carré. Donc, je ne sais pas si je suis bien clair, mais 50 mètres carrés, par exemple, si c'est plafonné à 14 euros du mètre en location, on peut les dépasser, on compte par mètre carré ou vraiment par colocataire. C'est le mètre carré qui est utilisé. Ouais, qui oui, c'est pas colocataire. Hein. Tu n'as pas le droit à 1 200 euros par colocataire. Bah oui. Ouais, d'accord. Bien tenté, mais non, faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Mais généralement, voilà, avec ces deux éléments, tu peux faire un loyer tout à fait correct. Et puis, en plus qu'on parle de prix, le but aussi, c'est pas non plus de faire des loyers trop hauts parce que voilà, faut pas oublier que faut que tes locataires puissent payer tous les mois. Faut qu'on soit raisonnable aussi. C'est important aussi de le préciser. Bien sûr. C'est quoi le delta entre ton 3 pièces en colocation et ton 3 pièces parce que c'est un 3 pièces et ton 3 pièces en longue durée en termes de loyer? En termes de loyer, je pense que c'est du simple au double quasiment. Là, j'avais pour projet de faire 600 la chambre, donc 600 x 3, on va dire, au minimum. Donc, on passait de 1008 à, si je le loue seul, c'est peut-être 900, je pense. Donc, vraiment du simple au double. Attends, dans 50 mètres carrés, tu arrives à caler 3 chambres? Alors, j'ai déjà 2 chambres. J'ai déjà, si vous prenez un peu, il y a une chambre parentale. Donc, c'est un logement années 70, donc une grande chambre, une seconde chambre. Et le salon est tellement grand qu'on va rajouter une cloison. Donc, ça fera une troisième chambre. Et la quatrième, alors ça, c'est sans réflexion, mais la cuisine aussi est super grande et que la salle de bain est super grande. Non, mais fais pas du 4 chambres dans 50 mètres carrés, t'es pas sérieux. Ah ouais, c'est trop? Non, ouais. Moi, je suis pas de ce genre-là. Moi, je sais que des gens le font, mais moi, j'ai du mal avec cette idée de trop mettre de personnes dans une trop petite surface. Et après, ça, c'est moi personnellement, c'est ma façon de voir les choses. Je suis preneur des infos. Parce que effectivement, t'en as qui vont me dire, ouais, moi je fais une colocation de 4, je leur demande la surface 60 mètres carrés. Je dis, mais les gars,
sérieux quand même. Oui, la rentabilité, mais après, il faut que les gens soient bien aussi à l'intérieur. Moi, c'est ma vision des choses. Il faut que les gens soient à l'aise, soient bien, parce que ce qui va t'arriver si tu fais aussi ce genre de colocation, parce que Ouais. j'ai entendu 600 euros, la chambre, c'est quand même assez élevé, je trouve, c'est que tu vas avoir du turnover de malade. Parce que Très bien. dans 50 mètres carrés, tu mets pas 4 chambres et 2 salles de bain. Il faut m'expliquer comment tu fais. Non, ça va être une salle de bain, malheureusement, même salle de bain, toilette. Enfin, les deux ensemble, ça c'est justement c'est ça qui m'a fait un peu douter. Je te donne mon petit conseil. Après, tu en fais ce que tu veux. Je suis preneur de tous les conseils. Ok. J'ai pas entendu le conseil, moi. Ouais, Ouais, voilà, Jeff, je l'entends plus non plus. j'ai pas Ah entendu ouais le conseil. Ah, on Ouais. n'a pas entendu ton conseil. Tu te moques de nous, en fait. On a été tous là en attente de ton conseil, mais on a rien entendu. Attends, il m'a le stylo à entendu. la main. Ah, je pensais que tout le monde m'entendait. Non, mais le conseil, c'est que moi, je déconseille de faire du 4 chambres dans un 50 mètres carrés. Ouais, bien sûr. Ni même Non, mais du bien 3 chambres. entendu. Ah, Ah, cette semaine, c'est ce qu'on m'a envoyé. Cette semaine, on m'a envoyé à Épinay-sur-Seine, je vais te dire exactement, un T5. Ouais. On m'a envoyé 6 chambres. non, mais toi, les gens, c'est ça le problème. Et après, ils s'étonnent qu'on les voit comme des méchants. Mais d'où tu vas caler 6 personnes, 5 chambres? 86 Non, mètres carrés. faut 86 rester mètres carrés, sérieux. 6 Non, Faut chambres, j'entends. rester sérieux. 580 € la chambre. Voilà ce qu'on m'a envoyé cette semaine. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais Non, t'es malade ou quoi? non, moi, je suis pas de ce genre, je suis pas de ce genre-là. Tu sais, on va se Après, retrouver comme à Londres ou dans certains. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans ces pays-là où justement il y a ce genre de truc où les gens ils Ouais, mettent ouais, même 2 effectivement. personnes dans une chambre en colocation. Moi, je connaissais à l'époque, maintenant, et plus vieux, mais où ça arrivait que dans une chambre il y avait 2 personnes dans la colocation. Faut pas abuser. non, mais déjà, il faut. Non, mais ouais, mais en plus de ça, il faut regarder aussi les critères de décence, hein. C'est-à-dire Bien que demain, sûr. tu as un contrôle, tu as un de tes colocataires qui commence à te balancer et tout. Ouais. Ça rigole pas, hein. Les marchands de sommeil, tu en as certains qui ont Ouais, été payés, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça monte c'est parfois ça. à plus de 50 000 euros, etc. Donc, c'est pas des choses. Enfin, premièrement, on le fait pas. Donc, On tu le vas fait pas pas, c'est pas ce qu'on promeut du tout. Hein. Bien pas sûr, ce Ça, qu'on bien sûr, promet. je prends note, Et, je prends note. et deuxièmement, franchement, c'est prendre des risques pour rien, en fait. C'est quoi? Prends tes 3 chambres tranquilles. Si tu arrives à rentrer tes 3 chambres dans tes 50 et quelques mètres carrés, fais-le, Ouais. mais va pas plus loin que ça. Ça sert à rien. Après, derrière, pareil, tu me dis 3 chambres, est-ce que chacune des chambres a quand même 9 mètres une carrés ouverture minimum. 9 mètres carrés, une ouverture sur l'extérieur? C'est-à-dire, tu as une Ouais, fenêtre, chambre? ouais. Ok, bon, Fenêtre. c'est très bien. Parce que j'ai la chance que l'appartement donne sur les deux faces de l'immeuble. Ok, Donc, voilà, vraiment, il est vachement lumineux, etc. génial. Non, mais top. Ouais, Fais tes 3 chambres, tranquille, et puis go. ouais, tranquillement. Et bah, du coup, pour le permis, parce que j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, d'avoir également un permis de louer. Enfin, la ville demande un permis de louer avant de pouvoir mettre un bien en location. Ouais. Je sais pas s'ils sont, en général, de votre expérience, les villes sont assez friandes des logements qui sont transformés pour le coloc ou pas tellement. Si Mais c'est en fait, bien fait, je précise. bon, le Je suis pas permis un de marchand de loyer, sommeil, le permis de au cas louer, où. c'est pour éviter les marchands de sommeil. Tu vois, c'est pour Ouais. si tu refais des travaux propres, tu fais quelque chose de clean, ça va bien se passer. Après, bon, tu me demandes mon avis personnel. Pour moi, un 50 mètres carrés, c'est 2 chambres. Après, ça, c'est mon avis personnel. Ouais, j'entends. C'est des T3 généralement. C'est-à-dire que les T3 en dessous de 40 mètres carrés, en dessous de 50 mètres carrés, tu vas plutôt tomber sur des T2. En dessous de 60 mètres carrés, c'est ce qu'on appelle des petits T3. Et à partir de 70 mètres carrés, tu vas commencer à tomber sur des T4. Donc, des T4, ça va être 3 chambres. Généralement, c'est un petit peu C'est ça pour exactement un ça. minimum de C'est ça. logement par rapport à la cuisine, par rapport à l'espace salon, etc. Et pour qu'il y ait, voilà, pas que les gens aient un minimum d'espace pour vivre. Après, derrière, les colocs, c'est un peu différent parce que, enfin, après, derrière, c'est vous les professionnels, les amis, hein, mais les gens ont plutôt tendance peut-être à vivre dans leur chambre plutôt que dans le salon, peut-être. Donc, Mais tu vois, alors, ça va peut-être rejoindre, ça peut faire un bon petit parallèle avec la gestion de turnover. C'est que moi, je reste convaincu que plus tu fais quelque chose de petit, et plus tu vas avoir du turnover. Alors que si tu as un espace où ils peuvent se rejoindre, où ils sont quand même à l'aise, on parle quand même d'êtres humains, les gars, ils sont quand même à l'aise dans leur logement, bah, ils vont avoir tendance à rester un peu plus longtemps. Moi, j'ai des colocataires, ils restent 1 an et demi, 2 ans et demi. ouais, mais c'est comme les studios, hein. C'est comme les studios. Moi, sur mon parc immobilier, de ce que j'ai vu, peu importe la zone géographique, soit en zone tendue ou en zone, on va dire, beaucoup moins tendue, zone de rendement, j'ai historiquement, sur les 10 dernières années, beaucoup plus de turnover sur les studios que sur les T2.
même sur les T1, sur les T2, ce genre de choses-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part sur des studios, généralement, j'ai plus de turnover, peu importe la zone géographique. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Plus on a une surface qui est petite, finalement, plus les gens ont tendance, ils se disent, pour 100 balles, même pour 80 ou 100 balles supplémentaires, je vais aller chercher une chambre supplémentaire, ou à la rigueur un peu plus de superficie avec un T1 qui est mieux aménagé, ou un grand studio sur lequel on a été placé une claustra ou une verrière pour faire un espace nuit, ce genre de choses-là. Ouais. Forcément, les gens cherchent un petit peu Ils vont d'espace. chercher meilleur. Ouais. C'était logique. Tu as plus de turnover. Et on va dire que l'ennemi de l'investisseur immobilier, c'est le turnover. C'est pas le loyer, tout ce que tu veux, etc. C'est même pas les travaux, parce que les travaux, tu vas en avoir, c'est le turnover. Pourquoi? Parce que même si tu es dans une zone très tendue, le turnover, ça veut dire du déménagement. Ça veut dire que derrière, c'est de la charge mentale parce qu'il va falloir retrouver un locataire. Dans certaines zones, ça veut dire un peu de vacances locatives, donc 1 semaine ou 2 semaines. Ça veut dire de la vétusté, parce que les gens qui déménagent, forcément, il y a les parties communes, t'as tes biens, ils arrivent avec leurs valises, etc. Ils sont pas forcément soucieux. Ouais. Donc ça peut être, t'as plus de vétusté, on va dire, quand t'as plus de turnover. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération. Ok. Mais ça, tu le captes avec l'expérience. Tu comprends que ton temps, il est trop précieux. Ouais, j'imagine. Ouais, là, c'est le premier. On a envie d'un peu de tout mélanger, de tout faire. Ouais, non, mais je comprends. Moi, j'ai été. C'est vrai que je pense pas à ça, à tous ces petits détails. On est là aussi pour t'aiguiller. Merci de le rappeler. Pas de problème. Non, mais déjà, c'est génial. Attends, tu plaisantes, t'as 23 ans, tu commences déjà à 23 ans. C'est très bien, c'est excellent. Félicitations. Ah, merci. J'espère pouvoir enchaîner. C'est pour ça que j'étais un peu à cheval là sur une chambre en plus, le loyer au maximum. Parce que je me disais que si je suis bloqué par une mauvaise opération, ce sera un peu compliqué pour enchaîner, quoi. Déjà, si tu as compris que qu'il fallait quand même faire de bonnes opérations pour pouvoir continuer, notamment en pro derrière, c'est déjà bien. Et voilà, trouve cet équilibre quand même entre un logement où les gens se sentent bien et la rentabilité. Voilà, si tu veux. Très clair. Mon conseil. Très clair. Merci. On a d'autres personnes là qui veulent monter. Je vous laisse regarder, les gars. Ouais, j'avoue, alors, il y a qui? Tant mieux. On a Victor et Philippe. Allez, on va les faire entrer. Montez, les amis. Montez, on est là. Ouais, tous les deux, allez, Philippe et Victor, on va vous faire monter direct. Alors. Allez-y. Bonjour. Je vois qu'on vient de m'accepter. Merci beaucoup d'organiser ce space. Merci beaucoup Mehdi, TJF, Simon aussi pour le contenu que vous partagez sur Twitter ou X. Ça me sert beaucoup. Je vais me présenter rapidement, mes 35 ans. J'ai pas mal de biens immobiliers en SARL, en SCI, en nom propre. Je fais beaucoup on va dire, comme ce que tu as mentionné, la TJF. Donc en fait, je vais louer à des sociétés qui vont mettre leurs employés. Ça marche très très bien, surtout dans la région où je suis. Et là, en fait, je suis en train de lancer une nouvelle aventure et j'aimerais en fait avoir un peu votre retour. C'est exactement la thématique de ce space, mais j'ai accès en fait à un terrain nu sur lequel, au début, je voulais faire un peu une activité de marchand de biens, construire une maison, la revendre un peu rapidement. Et là, finalement, de plus en plus, je me mets à penser à co-living, d'avoir un peu des colocs visés, des personnes qui sont entre 28 et 35 ans, donc pas des étudiants, mais d'offrir un peu une expérience de colocation, on va dire, haut de gamme. L'idée, ce serait d'avoir des chambres qui soient aux alentours de 15 mètres carrés, avec salle de bain privée, avec dressing, avec télé dans chacune des chambres à accrocher sur la cloison, d'avoir aussi des serrures là, automatisées sur chaque porte, vraiment quasiment d'avoir en fait un genre de petit studio dans ce grand appartement. Et au sous-sol, soit je fais une des chambres, l'idée c'est de viser 4 chambres, et après d'avoir un genre de petit local là, commercial là, avec aussi un ami qui serait intéressé à me le prendre. Et là l'idée ça serait en fait de partir ce projet de zéro, là, donc complètement finalement faire ça sur plan, faire ça construire, et vraiment de penser la conception là, de ce bâtiment-là pour la colocation. Et je voulais en fait avoir un peu là, votre retour, votre expérience. Premièrement, est-ce que c'est une bonne idée de commencer à finalement bâtir un bâtiment exclusivement pour la colocation? Est-ce que vous avez eu des retours un peu sur ces modèles de colocation haut de gamme? Est-ce que viser des personnes entre 28 et 35 ans, là un peu on va dire des célibataires, mais qui ont quand même un travail stable, est-ce que ça c'est une bonne idée? Enfin voilà, je voulais avoir un peu votre retour sur ce projet-là. Merci.
Alors, moi, je vais commencer à répondre. Je trouve que c'est une très bonne idée. Le nom du space, c'est Colocation, l'avenir du logement en France. Et je pense que le projet que tu veux faire répond assez bien à ce qui se passe aujourd'hui en France. Aujourd'hui, la manière dont vivent les gens, elle est différente. C'est-à-dire que moi, c'est pas rare que dans mes colocations, beaucoup les gens pensent que c'est des étudiants. Non, il y a beaucoup d'actifs et pas forcément de jeunes actifs. C'est pas rare que je reçois des messages. Bonjour, je suis monsieur Untel, je suis séparé, je suis divorcé, je suis. Voilà. Et ça, je pense que c'est malheureux, hein, mais c'est quand même une tendance que j'analyse en France et un peu partout dans le monde où il y a de plus en plus de gens qui vivent euh, ou qui vont vivre seuls, entre guillemets. Et l'idée du logement que tu comptes faire, pour moi, ça rentre complètement dans ce vers quoi on tend. En fait. Les gens vont vivre de moins en moins en couple. Les relations hommes-femmes, voilà, c'est un peu compliqué. Et, euh, et je pense que ça rentre complètement dans ce nouveau monde. Alors, c'est pas un jugement que je fais, c'est bien ou pas bien, c'est juste que je constate. Voilà pour moi. Super Franck, merci. Petite question là pour Mehdi et pour Simon, une question en fait de chacun. Mehdi, qu'est-ce que tu penses en fait du projet de finalement bâtir quelque chose enfin, de zéro, alors qu'on n'a aucune expérience dans la construction? Et une autre question pour C'est pas Simon, bien. que penses-tu de la capacité à pouvoir revendre un bâtiment qui a été exclusivement pensé à la colocation? Euh, alors pour répondre à tes deux questions, enfin à la question qui m'est concernée, bon déjà je rejoins Jeff, hein, c'est très bien vu, c'est très malin, et si j'avais un terrain comme tu l'as, j'aurais fait exactement la même chose. Pour être honnête avec toi, c'est le genre de choses auquel je réfléchis de plus en plus. Alors pas forcément sur un terrain, mais plutôt reprendre ce qu'on me l'a proposé également, reprendre des bâtiments, ce genre de choses-là, pour en faire des espaces de co-living, parce que je pense que c'est l'avenir du logement en France, malheureusement. C'est un petit peu le titre du space, mais je pense que c'est un petit peu ça. Bon, on ne construit plus et il y a beaucoup de personnes, on va dire, une centralisation en France. Il y a énormément de personnes qui veulent vivre au même endroit, malheureusement. Et donc, t'as pas une offre qui est suffisante par rapport à la demande. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense Je pense, bon, déjà, premièrement, est-ce que le terrain que tu as, tu es en- tu es propriétaire intégralement de ce terrain-là? Il y a pas de problème. Tu es tout seul propriétaire ou comment ça se passe? Est-ce que le terrain est viabilisé? Est-ce que tu as un permis de construire qui a été déposé ou t'en es où de ce projet-là, en En fait? fait, il y a, pour l'instant, là, le terrain, je suis très intéressé, j'ai l'impression que je suis le seul qui est intéressé. Le terrain est viabilisé, il y a une petite construction dessus qu'il va falloir virer. Et puis après aussi, l'idée, c'est de m'associer. Donc là, j'ai un autre associé, un autre partenaire, qui lui aussi aurait un petit peu, enfin, il irait combler finalement les lacunes que j'ai dans certains domaines. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'allais te dire sur ce type de projet-là. En fait, le mieux, c'est de s'associer avec quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que pour toutes les questions que tu te poses d'un point de vue technique et d'un point de vue de la faisabilité du projet et également de l'expérience que tu pourras avoir du pratico-pratique de l'immobilier, ça peut te servir de t'associer avec quelqu'un qui a de la bouteille. Et puis, la deuxième raison, c'est d'un point de vue bancaire. Alors, je ne sais pas si tu veux financer en nom propre ou si tu veux lever de la dette. Mais si tu veux lever de la dette, dans tous les cas, les banques, dans leur grande majorité, vont te demander de t'associer avec quelqu'un qui a ce qu'on appelle Ouais, un record, donc un ouais, Ok. historique dans ce type de projet-là. Donc ça peut être du marchand de biens, ça peut être du locatif qu'il a acheté, exploité, revendu, ça peut être derrière des projets de construction immobilier. Peu importe son activité dans l'immobilier, généralement c'est ce que les banques vont te demander. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de bien t'entourer et derrière d'essayer de t'associer à quelqu'un qui est un petit peu déjà bien entouré lui-même, c'est-à-dire qu'il a dans ses contacts un géomètre, ça va te servir un géomètre, qu'il a dans ses contacts également, peut-être qu'il est branché au niveau de l'urbanisme, ça peut te servir également, parce qu'après derrière, il va falloir déposer un PC, etc. etc. Et puis après derrière, tu maîtrises un petit peu ça, cette partie-là, qui va pouvoir derrière rassurer la banque, qui a déjà monté également un dossier bancaire, parce que c'est aussi important, parce qu'il va falloir présenter ton projet. Alors, tu as l'air plutôt bien branché intellectuellement, donc je pense pas que ce soit un souci. Que quelqu'un puisse te donner des tips, etc., pour monter ce type de projet-là, je pense que ça peut être utile. Ouais. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais intervenir sur ma question que tu as posée. Moi, j'aurais une grande question tout d'abord. Est-ce que ce terrain, il est plutôt en centre-ville d'une grande ville ou il est à l'écart, vraiment en périphérie? Non, il est en centre-ville de Grandville.
Ça, c'est top. Emplacement, on peut appeler ça un peu emplacement patrimonial. Donc, tout dépend un peu des prestations que tu fais. Bon, là, toi, ton but, c'est de faire quelque chose d'haut de gamme pour toucher les jeunes actifs et pas les étudiants. En fait, souvent, c'est de la professionnalisation. Ceux qui font ça, c'est souvent des entreprises où là, on va passer quasiment sur du co-living. Donc, si jamais demain, tu devais revendre, bon, je sais pas quel type de surface tu voudrais faire sur ce type de bien, tu irais chercher des acheteurs qui sont plutôt en société, comme toi, en fait, au final. Parce que tu vas certainement investir en société. Ça peut être top, surtout en cœur de ville, là où il y a le plus là où c'est tendu, là où on a les plus gros prix du mètre carré sur le secteur. Ça peut être très intéressant, mais il faut bien le faire. Et encore une fois, tu es obligé de te faire, et moi je te conseille, et comme Mehdi et TJF aussi, de te faire accompagner par quelqu'un qui a de la bouteille. Ça, c'est sûr, parce que c'est partir d'un point zéro, vraiment, construction. Mais la valorisation, en tout cas en cœur de ville, est toujours plus importante qu'en périphérie. Surtout sur un projet où toi, tu vas toucher des investisseurs dans tous les cas, à la revente. Ah, super, merci beaucoup pour vos réponses là, vous trois. Merci. Simon, si tu peux nous reparler un petit peu de ton projet, peut-être que. Parce que comment tu t'appelles? C'est quoi ton prénom? C'est Victor. C'est Victor. C'est Victor, oui, c'est ça, oui. Oui, Ok. oui. Simon, si tu peux nous reparler du projet de co-living, peut-être que ça peut t'intéresser. Je sais Oui, pas si t'as entendu Victor du côté de Lille, là. dont tu nous oui, avais du côté de Lille. Alors, pour pas citer la ville, Villeneuve-d'Ascq, qui est juste à côté, connue avec les grandes cités scientifiques qui sont juste à côté, un gros pôle étudiant énorme. En fait, ces trois associés, ils se sont amusés, si je peux utiliser ce mot-là, à racheter une maison où il y avait du volume et il y avait des garages en rez-de-chaussée, pas en sous-sol, en rez-de-chaussée. Ils ont tout repensé et ils ont fait 16 chambres pour faire du co-living. 16 chambres avec 16 salles de bain. Par contre, c'est un projet acquisition 400 000 et plus de 800 000 euros de travaux en tout. Ce que je les ai. Mais par contre, ils étaient de la partie. Un du bâtiment, l'autre architecte et le troisième était aussi dans le bâtiment et l'isolation. Les associations gagnantes. Ah oui, oui. Bah oui, en fait, ils ont fait fonctionner l'entreprise d'un tel, l'autre faisait les plans. Et le troisième était là pour la rénovation. Donc c'est un peu. En fait, il faut que ça soit gagnant. En fait, dans leur mode de fonctionnement, ils étaient largement complémentaires et je pense que c'est ce que tu dois rechercher dans ton associé. Du co-living, et dans tous les cas, ils sont professionnels, ils avaient monté une entreprise, ils n'étaient pas à leur coup d'essai. Typiquement, il faut vraiment bien monter les choses. Mais c'est un projet ambitieux et qui est très intéressant. Et que Ah oui. j'aimerais bien, si tu le fais, que tu nous fasses suivre ça Ouais, en méthode complètement. privée, et voire même que pendant, on va dire pendant la phase du projet, que tu puisses monter dans le space, nous en parler, etc. C'est avec plaisir. Eh ben, ça serait avec grand plaisir aussi. Merci. Oui, complètement. Et pour revenir au co-living des 16 chambres, ils ont loué ça hyper vite. Typiquement, leur cible, c'est ça, plus de 25 ans, 25-35. C'est ça, en Génial, locataire. génial. On avait quelqu'un d'autre qui voulait Ouais, intervenir. Philippe. C'est Ouais, Philippe. bonsoir à tous. Merci beaucoup pour toute la valeur que vous apportez. C'est vraiment super. Très rapidement, j'ai 25 ans et l'année dernière, j'ai acquis un projet donc en VFA qui va être livré T3 25, donc on va dire plus du 2026. Et comme je suis relativement jeune, je suis lucide et je me dis, c'est pas ça ma vraie résidence principale. Et en vrai, il y a de grandes chances que d'ici quelques années, je dois prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que là, on est sur un T3 dans la zone d'Argenteuil, mais côté Sartrouville. C'est peut-être plus au TGF la question, du coup. C'est que moi, comment est-ce que je vois un petit peu ce bien-là, justement? C'est dans la stratégie patrimoniale, pouvoir être mis en location, en colocation, du coup, d'ici quelques années. Et un autre investissement locatif en parallèle, peut-être pas tout de suite, le temps un peu de recharger, peut-être augmenter les revenus. Donc la stratégie, c'est plus par rapport à ce bien-là, donc qui pour le moment est neuf. Dans quelques années, parce que moi je chercherai peut-être autre chose, je me rendrai vers autre chose, voilà, le mettre en location. Donc là, la question c'est plus, est-ce qu'il y aurait un petit peu des conseils par rapport à ça, pour bien réussir cette transition, pour voilà, pour ne pas se planter au moment de ce changement de statut-là, parce qu'on quitte quand même de résidence principale à du locatif. Voilà. Quels sont les conseils pour que cette transition se passe plutôt bien? Merci. Alors, si j'ai bien compris, l'idée, c'est de vivre dedans, donc ta vraie résidence principale, c'est ça, pendant quelques années, pour ensuite, derrière, le mettre en colocation. C'est ça. Alors, un des avantages de l'achat en investissement locatif, c'est quand même toutes les charges que tu peux amortir
dès le départ pour faire baisser ton assiette fiscale. Je n'ai pas envie d'aller dans les détails, mais c'est un des gros avantages quand tu investis notamment en meublé, c'est l'amortissement, et ces charges que tu peux mettre en déduction. Et là, dans la manière dont tu veux faire les choses, tu vas perdre plus ou moins tout cet avantage. Et le risque, c'est que si tu mets en colocation, tu n'es pas suffisamment de charges ou d'amortissement pour réguler ta fiscalité. Comme je le dis toujours, c'est bien de faire rentrer de l'argent, mais il faut toujours penser à comment l'argent sort. On est dans un état où la fiscalité est quand même assez présente et c'est des calculs à faire. Est-ce que ce sera aussi rentable que si tu le faisais dès le départ comme un investissement locatif? Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. Oui, moi je suis absolument d'accord. En fait, pour être transparent, généralement acheter dans le neuf, garder en tant que résidence principale pendant quelques années et ensuite mettre en location, c'est pas le meilleur mouvement à faire. Sauf si on a eu un prêt vraiment très bas. Moi, c'est ce que je conseille quand même aux gens qui ont acheté à des taux à 1%, de pouvoir garder ce prêt s'il le faut pour mettre en location parce qu'ils ont une petite mensualité. Mais généralement, le fait d'acheter dans le neuf sans travaux, sans optimisation, habiter dedans et ensuite le mettre en location, niveau fiscalité et impôt, c'est pas ce que je recommande. Il y a des meilleures choses à faire. On peut optimiser totalement les choses. Enfin, moi, c'est mon point de vue en tout cas. Ouais, après, d'ailleurs, j'ai quelques doutes au niveau du rendement, mais je rejoins un peu ce qu'ont dit Simon et Tidjef. Oui, si je peux glisser 2-3 mots. C'est vrai que voilà, c'est aussi, des fois, il y a des petites erreurs comme ça de début qu'on commet. C'est-à-dire que s'il fallait refaire, moi, j'aurais commencé par l'investissement locatif, du coup, et idéalement avec travaux et tout. Mais voilà, donc la question un petit peu, c'est moi, là où j'en suis rendu, me dire, OK, ce bien-là, de toute façon, d'ici 8-10 ans, je ne serai plus dedans, parce qu'il deviendra peut-être petit, un T3. Quelle est la meilleure façon de l'utiliser? À mon sens, tu as même une solution. C'est de vendre derrière. Au bout de 7-8 ans, tu revends. Tu auras certainement une petite plus-value et tu repars sur autre chose. Parce qu'à la location, j'ai peur en fait que ce ne soit pas si rentable que ça. Parce que tu n'auras pas beaucoup de charges, tu n'auras pas beaucoup d'amortissement, voire pas. Si tu fais de la coloc, forcément, les loyers sont élevés et tu ne pourras pas compenser. Puis pour revenir à ce que tu disais, c'est pas une erreur. Attention, moi, non, c'est oui, pas bien là sûr. pour juger ni rien du tout. C'est juste qu'on donne notre avis. Derrière, c'est pas ce que tu dis partir. Tu serais pas plutôt parti sur du locatif, etc. Non, moi j'ai commencé par de la résidence principale. C'est très bien de commencer par de la résidence principale, mais par de la résidence principale qui est bien achetée. Justement, par de la résidence principale qui est bien achetée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la suite, tu peux soit arbitrer, revendre plus cher que ce que tu as acheté et être exonéré de plus-value sur ta résidence principale, ce qui est très compliqué dans du neuf, soit déménager, te racheter une nouvelle résidence principale et louer ta résidence principale initiale et derrière en dégager, vu que tu as bien acheté, un bon rapport locatif, c'est-à-dire un bon rendement. Chose qui est très très compliquée dans le neuf. En fait, c'est un petit peu ça. La question qu'il faudrait que tu te poses, c'est combien est-ce que tu pourrais louer ta résidence principale, en tout cas ta future résidence principale en VFA, combien est-ce que dans 5, 6, 7, 8 ans, compliqué à dire, mais tu peux prendre des loyers actuels, combien est-ce que tu pourrais la louer et quel rendement tu aurais à partir de là sur ta résidence principale initiale pour pouvoir partir sur autre chose, pour pas que tu aies un trop gros reste à charge. La problématique du neuf, c'est généralement que justement, tu as un gros reste à charge. Reste à charge qui est censé être compensé par l'économie d'impôt que tu vas faire derrière. C'est souvent les projets comme ça qu'on te vend, c'est un peu le Pinel finalement. Tu as un rendement qui est dégueulasse, par contre, tu as une économie d'impôt derrière. Sur le neuf, ça va être un peu pareil, sauf que toi, tu vas pas avoir d'économie d'impôt. En tout cas, ça va pas être le cas. Et ce que j'ai peur, c'est que ton rendement ne soit pas suffisant. Donc, soit comme le dit TJF, arbitrer, c'est-à-dire essayer de revendre au prix auquel tu l'as acheté. Tu as vécu 8 ans à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Bon, tu as amorti et voire même espérer que ça ait pris en valeur. C'est très rare sur le neuf, mais on sait jamais. Ou par la suite, calculer ton rendement, que ce soit pour de la coloc, que ce soit pour de la location longue durée, etc., pour essayer de limiter un petit peu le reste à charge que tu auras. Ok, merci. Ou ce que tu peux faire également, à la rigueur,
Non, ça fonctionnera pas. Il faudrait que tu la gardes trop longtemps. Je pensais au crédit hypothécaire, ce genre de choses-là, mais étant donné que toi tu veux déménager et tout, ça fonctionnera pas. C'est trop compliqué. C'est trop Non, pour complexe. moi, c'est la revente, hein. Dans l'idéal, c'est la revente. Si Oui, tu demandes. c'est l'idéal, c'est la revente. Après, c'est à voir quand toi, tu voudras vraiment changer de logement. Il y a ça aussi. Il faudra se poser cette question-là à ce moment-là, surtout. Ouais, parce que tu te dis dans un premier temps, ok, je pense pas vouloir y vivre beaucoup, très longtemps, parce que c'est trop petit, 60 mètres carrés, etc. Mais on sait jamais comment la ligne évolue, hein. Peut-être que tu vas Effectivement. vouloir partir plus tôt que ce que tu penses, et peut-être que tu vas vouloir y rester plus longtemps que ce que tu pensais au début, parce que tu vas bien t'y sentir ou quelque chose dans ce genre. Donc au final, ouais, moi ce que je te dirais, c'est bon, gouverner, c'est prévoir, comme on dit. Donc prévoir en amont, justement, en regardant à combien est-ce que tu pourrais le louer pour calculer ton rendement. Et après, derrière, bah, aviser en fonction de l'évolution de ta vie, tout simplement. Ouais, c'est noté. Merci beaucoup. De Top. rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Là, je regarde. C'est beaucoup de choses là, hein. On a Ah répondu. ouais? C'est cool. J'ai peut-être une question si vous voulez bien. C'est qui? C'est Magie de Magie de Paris. Paris. Point. Ah, ok, d'accord. Du coup, on a parlé de co-living. Pour revenir un peu plus à des petits projets, pour les colocations de 2-3 personnes, du coup, qui sont faits dans des copros majoritairement faites de propriétaires, donc personnes assez âgées, etc., pour qui c'est le logement principal. Est-ce que vous pensez que ça peut poser problème ou voilà, ils peuvent être un peu réfractaires? On en a discuté avant que tu arrives. Ah, Ouais. désolé, le Bon, retardataire. tu pourras écouter le replay. Mais... Ouais, mais je vais l'écouter de manière ouais, replay, pas de souci. Ouais. Alors, en résumé, vraiment résumé, Ouais, oui, je mais devrais non. écouter. Voilà. Tu réécouteras, oui, Très mais non. clair. Ça marche. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en vois pas. Alors, moi, S'il y en a d'autres qui. Ah, vas-y. J'ai une question pour vous. Enfin, principalement pas pour vous deux, hein. Pour la mise en location, vous partez sur quel type de bail? Est-ce que vous partez sur un bail individuel, un bail commun? On a discuté un peu la semaine dernière, mais sur quel type également de caution? C'est-à-dire, vous prenez des garants, vous passez par Visal, vous prenez une caution, on va dire une GLI, une assurance loyer impayé, etc. Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, moi, au niveau du bail, je privilégie le bail commun, notamment pour me sécuriser avec les voisins. Parce qu'il faut que j'aille dans le détail ou pas. Franchement. On en a parlé un petit peu avant. Non, En fait, le pas fait. forcément. Grosso modo, tu nous dis sur quoi tu pars, et après d'ailleurs, ce seront aux gens, on va dire, un petit peu de délier la question et de faire leur propre recherche. Le but, Ok, c'est vraiment d'accord. de des pistes, et après les gens font leur propre recherche. Vous voyez comment il est Mehdi, il veut pas que je vous donne le nectar, hein. Vous voyez? Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. À moins que tu veux rester sur 23 Non, heures. non, mais je pars sur un bail commun. Et la seconde question, c'était est-ce que je. Est-ce que tu prends une caution? Est-ce que Une tu passes caution. Ah oui, alors, moi, je suis pas forcément. Alors, je passe principalement par Garantie ou Studapart, que je trouve très bien. Ils ont une garantie aussi sur Studapart et j'aime bien passer par eux. C'est bien fait. Ça me prend pas trop de temps. Le service client, il est très bien pour les propriétaires. Je trouve qu'il nous bichonne bien. Et voilà, soit Studapart ou si c'est des personnes que j'ai de Le Bon Coin, parce que généralement je passe principalement par Le Bon Coin, j'exige garantie. Ok. J'ai une autre question là qui m'est venue en cours, parce que c'est ce dont nous parlait Simon justement en préambule, où justement lui il a arrêté, on va dire la colocation, il a revendu, il a arbitré, on va dire, parce qu'il avait une bonne opportunité de revente et qu'en même temps, bah, ça lui prenait beaucoup de temps. Ma question, et je pense que c'est une question qui va intéresser beaucoup de gens, c'est un, comment est-ce que vous gérez le turnover? Deux, qui fait les visites? Bah, trois, est-ce que vous avez beaucoup de turnover ou pas? Quel est en moyenne, on va dire, le temps d'occupation des personnes que vous avez, que ce soit étudiants, jeunes actifs, et en moyenne sur de la colocation? Est-ce que vous déléguez tout simplement la gestion ou comment ça se passe? Alors, du coup, moi, je vais répondre pour les deux colocations. Donc, moi, les deux colocations l'une était à 35 minutes et l'autre à 1 h 30 de là où j'habite. Et en fait, c'était le pacte avec mon associé. C'était que moi, je faisais tout ce qui était gestion de travaux, trouver les opportunités et lui faisait la gestion derrière. Donc, c'est lui qui s'occupait plus de la gestion. Il faisait les visites lui-même. Il gérait les dossiers lui-même. Donc, c'était surtout convenu comme ça. Donc, j'étais un peu moins dans la partie gestion dans la vie de tous les jours.
Mais je recevais quand même des appels de temps en temps pour la gestion un peu des petits conflits qu'il peut y avoir entre colocataires. D'accord, mais quel est ton avis par rapport à ça? Là, ok, tu nous as dit comment tu t'y prenais, comment est-ce que vous étiez répartis les tâches, mais quel est ton avis? Je veux ton avis. Est-ce que c'était chronophage? Est-ce qu'il y avait beaucoup de charge mentale? Quel est le temps, on va dire, moyen où les gens sont restés, même si toi, tu as 2 ans d'exploitation, donc c'est pas énorme, mais est-ce que vous avez des colocataires qui sont restés 2 ans ou plus? Comment ça s'est passé? Alors, on a eu la chance parce qu'en discutant avec d'autres personnes, les personnes sont restées relativement longtemps. Parce que je dis minimum 1 an. Minimum 1 an, je sais qu'il y a quelquefois des colocataires qui partent très vite pour des raisons, bah, les études leur plaisent pas ou des choses comme ça. Et mon avis, ça reste quand même très chronophage. C'est quand même une gestion dans la vie de tous les jours. C'est ce que je dis. Nous, on avait 9 chambres. Pour moi, 9 chambres est égal à 9 lots, 9 appartements, 9 locataires différents. Et en plus de ça, on doit gérer l'humain entre eux. Donc, c'est très chronophage quand même. Enfin, je trouve personnellement. Après, c'est parce qu'on a chacun une tolérance à la gestion ou non. Moi, c'était pas mon but. Moi, mon but, c'est qu'une fois que c'est loué, que je mette le moins de temps possible dans la gestion de l'humain. C'était une volonté, une vision que j'avais. Après, il y en a qui adorent faire ça. Hein. Moi, mon associé avec qui on a investi, il adorait gérer l'humain. Il voulait moins faire la partie d'avant, mais il voulait gérer l'humain. Il dit, moi, ça me dérange pas, faire visite, revisite, discuter avec les gens, récolter les dossiers, etc. Mais c'est chronophage, et lui, il aime bien les tâches chronophages. Donc, c'est comme ça qu'on s'est entendu aussi. Donc, je vais rester sur ce mot-là, chronophage. Jeff? Alors, moi, je dirais qu'à mes débuts, ce que je faisais, c'est que je voulais tout faire. Dès qu'il y avait un changement de locataire, c'est moi qui devais le faire. Donc, généralement, je suis à peu près à moins de 40 minutes en voiture. Je le faisais. Aujourd'hui, j'ai un peu plus professionnalisé l'activité et je trouve pas que c'est chronophage dans le sens où j'arrive à déléguer certaines choses. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Les visites, comment vous faites? Bah, c'est très simple. Moi, les visites, je demande à un de mes colocataires qui est présent ou le locataire qui va partir de faire les visites. Donc, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je ne fais plus vraiment les visites. La seule chose que je garde en main et qui pour moi est très importante, c'est le recrutement. Parce que je pense que beaucoup de choses passent par là. Qui est la personne qui va rentrer dans le logement? Est-ce qu'elle va bien avec les autres personnes qui sont déjà présentes? Et ça, c'est quelque chose que je veux garder la main parce que euh, on va dire que je suis pas trop mauvais pour analyser les gens, pour comprendre un petit peu qui est la personne en face. Je peux me tromper, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et donc, j'aime bien garder cet élément-là. Donc, j'ai des questions que je pose, la manière dont la personne va m'aborder. Ça, c'est important. Il y a plein de petits détails comme ça que je regarde pour pas prendre n'importe qui. Et jusque-là, ça a été gagnant. Je garde cet aspect. Est-ce que dans votre zone géographique, soit en Île-de-France ou du côté du Nord, vous avez des agences de gestion locative à qui sous-traiter des colocations et qui sont compétentes? Alors, entre guillemets, compétentes, c'est-à-dire par lesquelles vous pourriez les recommander. Je vous demande pas de les recommander, mais est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous en avez Alors, trouvé? Est-ce que vous en avez entendu, etc. qui le font, oui. Certaines m'ont même démarché. Compétentes, je ne pourrais pas te répondre parce que je reste assez convaincu que l'agence, elle est là pour faire, c'est une entreprise, elle est là pour faire du bif et qu'elle ne va pas forcément euh, avoir les mêmes critères que moi pour la sélection du locataire. Alors certains vont me dire, oui, ça peut être chronophage. Franchement, moi, je trouve pas. C'est quelques mails, c'est quelques minutes d'échange téléphonique. Et c'est pas tout le temps, hein, c'est pas tout le temps. Comme je vous ai dit, là, généralement, les gens, en tout cas, moi, dans mes colocations, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de locataires. Ils vont rester 1 an et demi, 2 ans en moyenne. Mais ça existe, ce genre d'agence. Après, j'ai jamais Euh, testé. Simon, dans ton coin, parce que Oui, alors alors, aussi on va parler prix, parce qu'on va dire qu'une agence de gestion locative normale va te prendre à peu près entre 5 et 10% des revenus locatifs TTC. Une conciergerie pour du Airbnb entre 20 et 30%, en moyenne, hein, on va dire. mm, Donc une agence de gestion locative qui prendrait en charge une colocation, c'est plus de taf, hein, on le sait. Est-ce que tu as un prix à nous donner? Est-ce que toi, t'en connais? alors, j'en connais, oui, parce que une fois j'ai fait une recommandation d'une personne et ça s'est super super bien passé. Moi, pas personnellement. Donc, j'ai pas d'idée de prix. Je sais que moi, l'entreprise que je peux recommander, ils sont à 4,5% plus un loyer hors charge, je crois, à chaque changement de locataire.
Ok. C'est Mais plutôt, je le recommande pas spécialement. J'ai pas assez de retours d'avis clients là-dessus. Donc, je pourrais pas donner de nom. D'accord. Et évidemment, ils te facturent généralement l'état des lieux aussi, non? Bah non, là, non, il facturait pas l'état des lieux. À chaque changement de locataire, non? Non, c'était Ok. vraiment un an de loyer hors charge, un mois, pardon. Un mois de loyer hors charge, sans facturer l'état des lieux. C'était la rédaction du bail, l'état des lieux, l'entrée dans les lieux. Ok. pas mal. Après, ça fait un coût, hein. Si vous avez du turnover une fois par Bien an, sûr. un locataire, et que votre chambre elle est à 500 euros, bah, c'est un budget. C'est 500 balles à chaque fois que vous avez une chambre qui se libère. Donc, c'est quand même un budget. Et puis, la dernière question, et puis après, d'ailleurs, on prendra 2-3 questions et puis on arrêtera là. Là, ça va être de l'humain, pur et dur. Tu m'as dit tout à l'heure, Jeff, que tu regardais bien et que tu avais vraiment un visu sur qui rentrait justement dans les colocs. Moi aussi, je vais avoir un visu sur qui rentre dans mes appartements. Donc, je passe les voir, même si j'ai délégué, on va dire, la mise en location, parce que j'ai des gestionnaires privés. Mais derrière, je passe les voir systématiquement parce que je vais voir qui habite chez moi. Au-delà de ça, comment est-ce que tu gères les problèmes avec les colocataires? Parce que je pense qu'il doit y en avoir aussi parfois. Est-ce que tu as un règlement de copropriété? Je sais que c'est quelque chose qui se fait bien, de copropriété. Un règlement intérieur de colocation, je sais que ça se fait bien. Et derrière, comment est-ce que tu gères les problèmes? Est-ce que tu en as eu souvent? Avec quel type de locataire peut-être tu as eu le plus de problèmes? Tu peux nous le dire, hein. Si c'est des jeunes, si c'est des jeunes actifs, si c'est peut-être des étudiants, si c'est des femmes, des hommes, enfin voilà quoi. Alors, le règlement intérieur, pour moi, en théorie, c'est bien, en pratique. S'il doit se passer quelque chose, il doit y avoir des problèmes, il y aura des problèmes. Donc, au début, je le mettais, tu sais, le truc, il faut se comporter de telle manière. Bon, c'est pas des enfants. Voilà, ils vont lire une fois, et ils vont dire oui, oui, oui. Et puis derrière, s'il doit se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Maintenant, comment je gère les problèmes? Oui, j'en ai eu. En 7 ans, quand même, oui, j'en ai eu. Est-ce que le typologie de personnes, souvent, c'est quand même les personnes un peu plus jeunes. Je dirais entre 18 et 25. Parce que des fois, ils commencent les études, ils, ils ont un sentiment de liberté, etc. Donc, il peut y avoir soit des problèmes entre eux, intérieurs, soit des problèmes avec la copropriété, faire des fêtes, etc. Donc ça, j'ai déjà eu, moins aujourd'hui, mais c'est vrai que certains profils que je prenais qui, voilà, bon, ils payaient, hein, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais ils étaient des fois un petit peu, voilà, ils aimaient bien faire un peu la fête, faire des petites choses comme ça. Après, comment tu gères les problèmes? Après, c'est du suivi, hein. Tu essaies de faire un petit peu l'entremetteur entre les colocataires et la voisine, et ça s'est toujours bien fini, globalement. Maintenant, j'ai envie de dire, même si c'est pas une colocation, tu peux avoir des problèmes avec des gens qui sont dans un T2 classique, un couple qui va faire la fête, ça arrive. Ça, j'ai envie de dire, pour moi, si tu fais de l'immobilier, en tout cas locatif, et que tu penses que il y aura zéro, et que tu en fais plusieurs, hein, t'as pas un seul logement, tu en as plusieurs, c'est mathématique, il va y avoir des moments où tu vas devoir faire un petit peu de gestion, c'est comme ça, c'est les probas. Et il faut l'accepter. Après, ça arrive, pas tous les 4 matins, je préfère rassurer. Aujourd'hui, je prends des profils. Moi, j'aime bien les profils un peu plus âgés. Quand je dis plus âgés, c'est qu'ils sont actifs. Après, j'aime bien aussi certains profils, par exemple, bon, ça va être un peu cliché, mais les gens qui sont dans l'informatique, les gens qui. Je les trouve un peu plus calmes, un peu plus sérieux, un peu plus. Voilà, le recul, c'est ce que je vois. Maintenant, ça ne veut pas dire que je prends que ce genre de profils. Mais il y a des tendances. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu passes les voir régulièrement? Alors moi, ce que je conseille aux personnes que j'accompagne, c'est quand vous avez quand vous avez un immeuble de rapport, il faut passer en moyenne une fois par mois, aller voir votre immeuble de rapport, parce que c'est pas uniquement un immeuble de rapport, vous êtes en monopropriété et vous pouvez vous reposer sur personne, donc pas sur les autres copropriétaires, et c'est surtout un lieu de vie. Donc plus vous avez d'appartements qui sont condensés en un immeuble, plus il faut passer régulièrement. Donc moi, je conseille une fois par mois. Et pour les appartements, on va dire en copropriété, au moins une fois tous les semestres, passer voir, ou au moins passer un coup de téléphone pour savoir si tout se passe bien. Et avant chaque AG de copropriété,
pour leur demander si tout se passe bien dans la copropriété ou s'ils n'ont pas des choses à remonter. Donc ça, systématiquement, je le fais. Toi, pour les colocs, est-ce que tu passes les voir? Si oui, est-ce que tu passes les voir régulièrement ou est-ce que tu passes les voir, à quelle fréquence, on va dire, tu passes voir tes colocs? Alors, généralement, je vais essayer d'y aller 2 à 3 fois dans l'année. Après, ce qui est bien, c'est que moi, je mets des femmes de ménage dans mes colocs, alors qu'ils vont faire soit le ménage une fois toutes les semaines, ou généralement plutôt 2 fois par mois. Et c'est ce sont un peu mes yeux. Donc, je vais leur demander de faire des photos, de me dire s'il y a des problèmes qu'ils voient dans l'appartement. Et ça fonctionne bien. Ouais, c'est bien fait ça. Tu rajoutes dans les charges? Tu le rajoutes dans les charges ou... Ouais, je rajoute dans les charges. Donc, c'est Ok. ouais, bien sûr. Donc, ça, c'est la plupart des gens qui le font aujourd'hui savent que c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est prenez une femme de ménage qui va passer voir, qui va être vos yeux dans la colocation, c'est important. Ouais, c'est le nerf de la guerre, hein. Pareil, en location courte durée, la femme de ménage, c'est le nerf de la guerre. Si vous en avez une bonne, après derrière tout tourne, en règle générale. Simon, tu veux rajouter quelque chose? Et puis après derrière, si tu n'as rien à rajouter, on va prendre 2-3 questions et on voit ce qu'il en est. Non, j'ai pas trop de choses à rajouter. TJF a très, très bien parlé, très bien résumé. Après, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai eu que 2 colocations et j'en faisais pas trop la gestion. C'est mon associé, donc j'ai moins d'expérience là-dessus. Mais dans l'idée, les femmes de ménage, hein, je répète, mais c'est très, très, très important. C'est le plus important. C'est le plus important. Et je pense que si on a une bonne femme de ménage, on peut avoir des locations qui tournent tranquillement aussi. Ouais. Ok, est-ce qu'on a 2-3 questions? Et puis si on n'en a pas, bah écoutez, on se laisse là. 20h58, On est très bien. On avait dit, on est parfait, le timing est parfait. J'ai une petite question, Mehdi, au sujet de ce que tu as dit avec TJF. Pour la gestion des colocataires, vous préconisez de faire un groupe WhatsApp avec eux ou non? C'est un peu un piège. Ouais, non, si, moi je le fais. Moi je le fais parce que des fois je peux avoir des informations, par exemple, de la copropriété. Je vais pas m'amuser à envoyer un par un. J'envoie dans le groupe, c'est réglé. Après, généralement, ils parlent pas trop. Moi, c'est vraiment un groupe où j'envoie les informations que j'ai envoyées à tout le monde. Voilà. Mais on n'est pas là pour papoter. Et moi, j'ai un groupe WhatsApp avec mes 50 locataires. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Moi, les groupes WhatsApp, bon, j'en ai trop, donc maintenant, j'évite. Mais ouais, pour une colocation, si demain j'étais amené à en faire une, forcément, il y aurait. C'est pas mauvais. Ok, semaine pro, messieurs, on en discutera en message privé, mais ça va être, je pense, soit un investisseur, soit architecte, soit notaire. On verra ensemble qui ont fait monter, on en discutera ensemble. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci à tous ceux qui sont montés et qui ont intervenu. Merci messieurs. Je vous laisse, à toutes les personnes qui nous réécouteront en podcast, je vous laisse laisser un like et je vous laisse aussi nous envoyer des commentaires en message privé et des questions si vous en avez. Comme ça nous donne, on va dire, du grain à moudre, comme on dit. Ouais. Exactement. Merci TJF, merci Simon. N'hésitez pas à aller voir ce que font Simon et TJF également sur leurs pages respectives. Donc, ils accompagnent des gens qui veulent investir dans l'immobilier dans toute la France. Bon, TJF, c'est plutôt l'Île-de-France. Simon, c'est plutôt le Nord, mais Simon, c'est toute la France également. Sur leurs opérations, allez voir ce qu'ils font, allez checker. Ils sont présents sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube. Donc, allez voir. Et puis, on se dit merci à vous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine. Merci à vous.